Saint-Martin, nous ne vivons pas dans la même ville. Cela n'échappe à personne que notre ville est en pleine transformation. Mais tout le monde s'interroge sur la direction choisie et ses conséquences pour l'économie de la capitale. Quelle est votre vision de Paris? Voulez-vous en faire une ville-monde qui rayonne par son bouillonnement culturel, son dynamisme économique et la recherche de l'excellence? Ou une ville de démobilité, de la proximité dans la lenteur, de l'esprit participatif de ZAD, chacun décorant son pied d'arbre ou son trottoir à sa guise? Allez-vous privilégier la monoactivité bistrotière ou les commerces diversifiés, le tourisme de masse ou la vie des familles, les activités à faible valeur ajoutée ou les entreprises innovantes et performantes, la densification urbaine ou la préservation du Paris historique? Vous cherchez à tout concilier sans jamais trancher. Comment voulez-vous que les Parisiens aient la moindre visibilité sur l'avenir de leur ville? La réalité, c'est que vous transformez Paris en ville fantôme. Les rideaux fermés s'alignent rue de Rivoli, boulevard Saint-Michel ou rue de Rennes. Des quartiers entiers sont sinistrés avec 1097 boutiques d'équipements qui ont fermé de la personne, 283 commerces culturels depuis 2017, avant le Covid. Des cabinets de profession libérale quittent Paris. La seule activité qui prospère, ce sont les 660 nouveaux bars et bistrots ouverts en net depuis 2017, qui profitent aujourd'hui de la privatisation sauvage des rues. Le résultat, c'est l'exode des familles qui n'en peuvent plus. 6 000 enfants en moins cette année. Je vous l'accorde, ce n'était que 3 500 par an avant. Autant de recettes fiscales en moins et de familles qui paieront leurs impôts ailleurs. Sans parler de leur consommation significative qui faisait vivre artisans et commerçants parisiens. La vie parisienne s'étiole et les entreprises le ressentent. Cette année, il manquera 224 millions de droits de mutation dans la caisse, 50 millions de CVAE et la moitié des taxes de séjour habituelles. Le président de la Chambre de commerce et de l'industrie d'Île-de-France, Didier Kling, alerte la ville, nous avons dépassé le seuil d'alerte. Premier semestre en France, la croissance grimpe de 12,4%. En Île-de-France, plus 7%. Et Paris, plus 2,9% de rattrapage après la crise massive de 2020. Alors oui, il y a eu la pandémie, puis le télétravail. Pourtant, les villes de la petite couronne, à densité comparable, continuent à attirer des habitants. C'est bien Paris qui fait fuir. Posez-vous la question des raisons de cette tendance dramatique pour la capitale et rectifiez le tir avant qu'elle ne devienne irréversible. Votre première erreur, c'est de tirer l'économie de la capitale vers le bas, au nom d'une prétendue écologie solidaire, masquant mal la pollution et la dégradation de nos rues, de nos bois, de nos jardins. Vous mobilisez des ressources conséquentes en faveur d'activités à faible, voire à très faible valeur ajoutée. Quel intérêt de développer tout un secteur d'activités non profitables qui ne serait pas viable sans vos lourdes subventions qui se comptent par dizaines de millions d'euros? Quelle perspective pour l'agriculture urbaine, dans la rue ou sur les plateaux d'immeubles? Je ne parle pas de parking, je parle de plateaux d'immeubles. L'élevage de truites et de la culture du cresson d'eau dans une ferme aquaponique de 6 000 m², quand on sait que 1 m² à Paris permet d'acheter 2 à 3 hectares en France. Nous avons besoin de jardins, nous avons besoin d'arbres, de fontaines pour respirer, nous avons besoin de logements pour vivre, de bureaux modernes pour créer de la valeur et préserver la richesse et le rayonnement de Paris. Votre transition ruineuse vers des activités low cost aura un impact sur les habitants et les entreprises de la capitale. Alors ayez l'honnêteté de leur annoncer la couleur aux Parisiens. Une production à faible valeur ajoutée, lourdement subventionnée, ce sont des revenus plus faibles et des taxes plus élevées pour eux et pour leurs enfants à travers la dette. Votre deuxième erreur, c'est votre coup de frein sur la mobilité. Coup de frein sur la mobilité en dressant un autel au culte de la lenteur, de la proximité avec la ville du quart d'heure. Votre ambition consiste à mettre fin à la course à la productivité, à l'innovation, au toujours plus, au rythme de vie effréné, je vais même moi-même trop vite, qui sont pourtant dans la nature d'une ville-monde comme Paris. Vous croyez manifestement que ralentir, se restreindre, se serrer la ceinture, moins circuler, c'est écologique et citoyen. C'est un contresens historique. Paris a su attirer les talents du monde entier par son énergie, ses universités, sa richesse culturelle, son bouillonnement créatif, son artisanat reconnu dans le monde entier, dans les domaines de la mode, du luxe, de la joaillerie, son industrie touristique d'excellence, sans oublier le monde de la finance qui a permis de financer son développement. Plus récemment, les start-up et le secteur des nouvelles technologies ont aussi fait leur nid dans leur ville. La réussite de ce modèle a reposé sur la densification urbaine. Alors oui, nous savons que Paris a refusé de grandir en hauteur, à l'inverse de tant de villes en Europe. Les Parisiens ont préféré préserver la ligne haussmannienne qui limite la hauteur des immeubles. À défaut de tours, Paris a dû grandir en s'étendant au-delà du périphérique, tant en matière de logement que de centres d'affaires. Mais Paris est devenu la locomotive de l'Île-de-France, qui produit 31% du PIB national et 40% de la recherche. Le facteur clé de ce succès a été jusqu'ici la mobilité.
C'est la mobilité qui a rapproché les individus des entreprises sur le grand territoire du Grand Paris et bien au-delà. Nous sommes parvenus à étendre le périmètre de résidence de ceux qui contribuent à l'activité et à la prospérité de Paris grâce à un réseau de métro, de RER, de Transilien, mais aussi grâce à la voiture. Voilà la clé de la richesse et de dynamisme de Paris. Car si 2/3 des Parisiens empruntent les transports en commun pour aller à leur travail, c'est le cas d'un francilien seulement sur 4. La banlieue est mal desservie et le restera malgré l'arrivée de nouvelles lignes du Grand Paris. Les rames sont saturées aux heures de pointe quand elles fonctionnent. Les 2 roues motorisées et la voiture restent la solution privilégiée pour une majorité par nécessité. C'est également le cas pour les personnes fragiles, celles dont les parcours sont compliqués ou s'enchaînent. Déposer les enfants, aller au travail, faire des courses. Pour cela, la souplesse de la voiture individuelle s'impose. Or, aujourd'hui, vous pratiquez une politique de découragement de la voiture en multipliant les coronapistes, démesurées, désespérément vides, en inversant le sens de la circulation de rues importantes, en fermant des axes majeurs comme les 3 km de la rue de Rivoli, en multipliant les blocages ponctuels qui paralysent la ville des journées entières. Quand vous roulez à Paris, vous savez à quelle heure vous partez, vous savez jamais à quelle heure vous arrivez. Le bilan, c'est du stress, c'est du temps perdu, des activités compromises, une pollution supplémentaire due à la congestion que vous nourrissez. Ajoutons à cela la suppression du stationnement en surface, après avoir refusé pendant des années de construire des parkings souterrains. Tout mène à la réduction brutale de la mobilité pour ceux qui ont besoin de voitures. Les banlieusards sont aujourd'hui otages de votre idéologie, à l'instar des Parisiens, alors qu'ils ont contribué jusqu'ici à la vitalité de Paris. Vous avez rompu le contrat moral entre Paris et la banlieue. Vous mettez en péril l'activité économique de Paris. Vous avez mis à mal toute une vie économique fondée sur la mobilité, les théâtres, les salles de spectacle, les professionnels de santé qui se déplacent et reçoivent des patients fragiles, les artisans mobiles, les commerçants dont les clients viennent de loin. Même le touriste d'affaires est menacé par la dégradation de Paris. Je rappelle que de nombreux syndicats professionnels se sont plaints publiquement de votre politique de circulation. La FACAP, la CPL, le comité Vendôme, le comité Champs-Élysées, la Fédération du commerce des arts de la table, jusqu'au comité professionnel des galeries d'art. C'est très rare que des professionnels prennent la parole ainsi pour critiquer la mairie de Paris. Ils le font parce qu'ils sont en mode de survie. Qui sait si de grands groupes ne réfléchissent pas à se délocaliser pour sortir de cette nasse infernale qu'est devenue Paris. À côté de la baisse du nombre d'emplois aux rémunérations élevées à Paris, vous commencez aussi, vous, à sentir la baisse des recettes fiscales. Comment allez-vous combiner cette baisse d'activité et de revenus avec la hausse ininterrompue des dépenses courantes? Vous avez vidé les caisses de la ville de Paris. La dette atteindra 7,7 milliards en 2022 contre 3,7 en 2014. Vous avez caché une dette avec des mécanismes insincères, déloyaux, tels que les loyers capitalisés. Rappelez-vous que cet argent ne vous appartient pas. Il y a 9 ans, vous étiez noté triple A par Standard & Poor's. Aujourd'hui, c'est double A. Fitch vous a dégradé à A- cet été. Vous profitez des liquidités anormalement abondantes pour surendetter la ville de Paris. Et lorsque les taux remonteront, ce qui ne saurait tarder que le retour de l'inflation, la charge de la dette promet de devenir insoutenable pour la ville de Paris. Enfin, le jour où l'attractivité de Paris sera sérieusement endommagée, entraînant une baisse de pouvoir d'achat des Parisiens, ni vous, ni vos successeurs n'aurez plus aucune marge de manœuvre pour redresser la ville et réparer vos erreurs. Et ce jour-là, je peux vous le dire, vous devrez rendre des comptes aux Parisiens pour avoir gâché le potentiel de Paris et dilapidé ses richesses.